pour nous parler de qui était Charlie Kirk et des tenants et aboutissants de tout ça. Accueillez Vanessa Destinée. Allô, Vanessa. On va parler d'extrême droite. Es-tu stressée? Yes! Ma famille politique, j'adore. C'est-tu stressant un peu parler de ce sujet-là? Tu penses-tu qu'on va recevoir comme des haters qui vont être fâchés dans les commentaires? Je pense que le fait d'exister comme femme noire sur Internet en général, c'est déjà stressant. Donc, c'est rien que j'ai pas déjà vu ou vécu ou entendu. Ouais, mais moi. Ah, moi, toi, ben là! Je parlais de moi, là. J'ai pensé à toi pour parler de ça. Premièrement, tu t'es commis, tu as écrit un texte dans Urbania à ce sujet. Et je sais que, en plus d'être chroniqueuse et d'avoir un regard critique sur les médias, on va y revenir, tu es aussi quelqu'un qui passe beaucoup trop de temps sur Internet, comme moi. Oui. Fait que c'est probablement une personnalité que tu connaissais déjà avant son décès. Peux-tu m'expliquer un peu c'est qui Charlie Kirk? Bien, Charlie Kirk, dans le fond, c'est un influenceur, moi je dirais d'extrême droite. Tout de suite, je lance le pavé dans la mort. Let's go, polarisation. Donc, de 31 ans, connu pour son implication là, sur les campus politiques. Il est fondateur d'une organisation sans but lucratif du nom de Turning Point USA, qui visait un peu à faire la promotion de l'idéologie libertarienne sur les campus américains. Donc, on parle notamment de prôner une réduction de l'intervention de l'État dans les affaires publiques, le libre marché, défendre vraiment, tu sais, c'est ça, c'est des idées plus fiscales, conservatrices à droite. On est un petit peu plus à droite que les conservateurs traditionnels. Parce qu'il était financé par ces lobbies-là. Entre Puis autres. ça, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, mais pour dresser le portrait... c'est encore drôle parce qu'on peut se poser des questions sur la propagande qu'on amène ensuite sur des campus universitaires. Tu sais, Turning Point USA, je pense en 2023, c'était estimé là, une valeur de 83 millions de dollars. Donc, Follow the Money, qui finançait, qui encourageait Charlie Kirk dans ces entreprises-là auprès des étudiants qui, finalement, servaient un peu de cobaye pour une forme de, je pense, de propagande. Je pense qu'on peut qualifier Charlie Kirk de propagandiste. Il y avait un concept de vidéo qui était très populaire sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est qu'il allait débattre ou qu'il fait débattre. On pourrait débattre de s'il débattait parce que c'était un peu souvent unidirectionnel. Il gardait les meilleurs bouts qu'il mettait sur les réseaux sociaux. Puis ça devenait très viral parce qu'il cassait des gens qui n'étaient pas outillés nécessairement autant que lui, à débattre de ces sujets-là. Exactement, parce qu'au-delà de la mission de la droite conservatrice du point de vue fiscal, lui, il baignait beaucoup dans ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis, donc tout ce qui est relatif aux enjeux d'identité, donc le racisme, le sexisme, la transphobie, l'homophobie également, puis les politiques publiques également, donc toutes les discussions autour de la diversité. Et c'est là qu'on se rapprochait de l'extrême droite. Donc oui, d'un point de vue fiscal, on est face à un conservateur, mais du point de vue identitaire, du point de vue des politiques publiques marquées sur l'identité des personnes, là, on flirte vraiment avec un discours qui est raciste, qui est homophobe, qui est islamophobe, parfois antisémite, ça fluctue, c'était très variable, mais la droite américaine, là, des fois, est antisémite, des fois, elle ne l'est pas, ça dépend. Ça dépend de la cible du jour. Mais, complotiste aussi, il y a beaucoup remis en question même l'existence de la COVID, et c'est drôle parce que Turning Point USA, c'est une organisation qui a fondé avec un homme d'un certain âge, Bill Montgomery, qui est un homme d'affaires américain, lui-même un activiste conservateur, qui est décédé des suites des complications de la COVID. Donc, ironique en soutien. Ça? Pas vraiment, non, okay. mais on peut se dire que les deux fondateurs de Turning Point sont morts essentiellement. Mais un dans des conditions atroces. Puis je ne veux pas faire de blague là-dessus parce que, pour de vrai, je voulais l'aborder un peu plus tard, mais c'est... OK, on y reviendra tantôt. Je veux juste que tu dis... Non, mais flirter avec l'extrême droite, ça, c'est une question qui me taraude depuis un bon bout, là, surtout particulièrement cet événement-là. Mais comment traiter de ce genre d'individus dans les médias quand on parle à des gens qui ne connaissent pas nécessairement c'est qui, mais dans une société aussi qui est très polarisée, où une partie non négligeable des gens vont voir des extraits de ce gars-là ou même les vidéos au complet, puis le trouvent pas si coucou que ça, puis trouvent que c'est somme toute assez raisonnable qu'est-ce qu'il dit. Fait que est-ce que les médias devraient dire ça, c'est de l'extrême droite puis c'est mal, quand une partie de la population qui lit ou qui écoute ces médias-là fait ben moi, je pense comme ça? Bien, je pense qu'on a quand même des balises en société, donc des lois relatives à l'incitation à la haine, on a des chartes en matière de protection des droits de la personne qui mettent des balises très, très claires là, en matière là, de discours. Donc oui, la liberté d'expression, mais dans un certain cadre. Et justement, qu'on prend les déclarations de Charlie Kirk associées à l'identité,
on est vraiment dans le discours haineux. J'ai quelques exemples pour vous. Là. En tant que femme noire, c'est des exemples qui viennent me toucher, évidemment, vous comprendrez. Mais il a dit déjà, si j'ai affaire à quelqu'un au service à la clientèle qui est une femme noire stupide, je me demande, est-ce qu'elle est là vraiment grâce à son talent ou est-ce qu'elle n'est pas là à cause de la discrimination positive? Donc ça, c'est le genre de déclaration qu'il faisait ou est-ce que clairement, il y a une attaque? Là, je vais... OK. Vanessa, c'est fascinant. Ça, c'est intéressant parce que c'est là que je le trouvais habile ou que je ne sais pas comment on doit traiter ou gérer ça parce que, oui, il a dit ça dans une espèce de hiatus, en fait, dans un discours contre la discrimination ou les mesures DEI, qui lui dit, ben s'il y a des mesures DEI, je vais me mettre à douter de la compétence de tous les gens des minorités que je vais croiser. Comme si seuls les hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres pouvaient être compétents. Non, puis il y a des DEI pour bien des choses aussi, mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qu'il disait, on est encore dans le domaine de je suis pas d'accord, mais de l'acceptable, mais en dessous, le dog whistle, puis les commentaires, puis ce que les gens qui comprennent de ça, là, ça devient très raciste, très sexiste. Mais lui, juste lui, ce qu'il dit, c'est ce genre de déclaration que je sais pas comment traiter, parce que les gens, ils font comme, ben là, il est juste en train de dire que si on donne des promotions à du monde à cause de leur couleur, ben est-ce qu'ils sont bons? C'est ça qui soulève. Je pense que Charlie Kirk, c'était un fin stratège, puis c'était quelqu'un, justement, qui constituait la première figure dans le pipeline qui va du conservatisme à l'extrême droite. Donc, c'est une figure qui contribuait à la radicalisation des jeunes, justement, avec un message édulcoré, en particulier quand les caméras étaient allumées. Mais justement, quand on fréquente les espaces fréquentés par sa base sur Internet, c'est un langage qui est propre à la culture du web et qui renvoie à des cas très spécifiques de discrimination. Et je pense qu'il y a un manque de littératie numérique au sein de la population et également au sein des médias, qu'il y a de la misère à traduire ces messages-là, ce langage-là codé, qui est très clair pour ceux qui savent de quoi on parle exactement. Donc, il n'y a aucun doute sur les intentions derrière. Moi non plus, je ne doute pas de ses intentions. Je dis juste que l'habileté de ces propos-là, c'est qu'après ça, comment Céline Galipo est supposée de traiter ça? Ou quand mon jeune frère de 27 ans, il dit, mais moi, je le vois Charlie Kirk, puis il dit pas grand-chose d'aussi extrême que ce que vous dépeignez dans les médias. Puis là, mon petit frère, il est inventé, là, il n'existe pas, ce petit frère-là. OK, j'étais comme, on le salue, c'est shout-out, non? Mais ce que je veux dire, c'est qu'après ça, lui, c'est pour ça que je me demande critique des médias, puis tu fais cette critique-là, puis t'es une observatrice, mais après ça, lui, il fait comme, moi, ce gars-là que je suis, tous les médias me disent que c'est une mauvaise personne, mais il trafique un peu ou hors contexte ses paroles, fait que j'ai plus confiance aux médias. Tu sais, là, on perd des gens importants qui vont vers ces gens-là après ça, parce qu'ils ont le sentiment d'être trahis ou qu'on les manipule ou qu'on leur ment. Mais je ne sais pas comment traiter ça. Bien, la solution, c'est certainement pas le silence. En fait, la solution, c'est vraiment d'être en mesure de nommer les choses et de les exposer telles qu'elles sont plutôt que de les édulcorer. Parce que le fascisme, il s'annonce jamais, il dit jamais son nom, mais il avance de manière très, très insidieuse et c'est dans le silence qu'il prend son plein pouvoir, en fait. C'est dans notre incapacité collective et dans notre déni collectif face à la menace qui prend d'assaut tranquillement la démocratie partout en Occident, qui s'installe. Donc, je pense que le meilleur outil, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Je ne sais pas à quel moment, en fait, c'est devenu controversé de dire que quelque chose est misogyne, raciste ou homophobe ou transphobe. Je veux dire, si c'était un... Là, je peux te le dire à peu près. C'est quand 30-40% des gens se sont mis à l'être, puis ou peut-être même plus. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'une partie non négligeable de la population, parce qu'il y a un backlash envers les woke ou whatever, ici, ou peu importe si le genre... les classes sociales changent, puis la hiérarchie, puis sont brusqués de tout ça, ils ont peur de perdre des privilèges, bien, ils sont en réaction. Tout à fait. Fait que là, ils sont nombreux. Fait que c'est pour ça que c'est rendu poche de leur dire ça. Absolument. Puis ce que tu décris, en fait, c'est le phénomène de la fenêtre d'Overton. Là, dans le fond, là, c'est comme l'ensemble des idées acceptables dans une société. Avant, on avait certains consensus, puis on se rend compte que tranquillement, de plus en plus, la fenêtre se déplace vers la droite au fur et à mesure que des nouvelles idées font leur entrée dans le discours. Je me souviens comment... Pendant 10 ans, c'est la laïcité, c'est pas contre les musulmans. Puis là, depuis un an, tout le monde est comme « Oh non, OK, c'est contre les musulmans. » C'est décomplexé. Fuck l'islam, on est envahi, il y en a trop. Fait que je suis comme « Wow, ça a changé parce qu'avant, vous faisiez semblant que c'était pas ça. » Puis là, c'est rendu assumé. Puis on le voit aux États-Unis, par exemple, il y a des évangélistes chrétiens qui défendent l'idée de retirer le droit de vote aux femmes. Puis avant, c'était marginal, mais là, tout d'un coup, on a commencé à leur donner de l'attention parce qu'il y a des candidats, des élus aux États-Unis qui relaient ce message-là. Et parce que c'est des élus, les médias se disent « Ben là, il faudrait leur donner de l'attention parce que les élus représentent la population. Fait qu'il faut absolument s'intéresser à ce phénomène-là. Et ils font juste relayer ce message-là sans vraiment s'y opposer, en fait. C'est qu'ils donnent une tribune
sans remettre les choses en perspective et sans dire ceci est inacceptable. Et je pense que c'est là que les médias doivent effectivement intervenir, en fait. On peut Puis pas est-ce qu'on juste le fait bien? banaliser. Non, on le fait pas bien. On le fait pas bien? Non, on le fait pas bien. Non. Puis je pense que ça part du fait qu'on a de la misère à qualifier l'extrême droite en 2025. Je pense que dans l'esprit de Qui bien est plus des gens... subtil, qui est Oui. plus présentable, Oui. qui est mieux habillé, Oui, qui est tout à plus fait. le punk skinhead ou l'évidence qu'on pouvait avoir l'image. Le Ku Klux Klan, je pense Ouais, que dans la ouais. tête des gens, l'extrême droite, c'est genre des gars en toche blanche qui sont comme tuons les Noirs, alors que l'extrême droite, aujourd'hui, c'est une constellation d'idéologies. Il y a des extrêmes droites, ce n'est pas un bloc monolithique. Là-dedans, tu peux avoir autant des masculinistes que tu peux avoir des fondamentalistes chrétiens, tu peux avoir des incels, tu peux avoir des écologistes qui sont néo-nazis, donc qui sont suprémacistes ça, je l'ai jamais blancs. rencontré. Oui, Mais... je le souhaite pas. Je sais pas de qui tu parles, mais c'est drôle, hein? Tu pourrais t'assimiler certainement plus facilement que moi, là, mais... Ouais, je pourrais faire... Ouais. comprends-tu, ouais. Mais bref... Non, mais je mange de la viande, puis je pense qu'il m'accepterait pas. Non, c'est ça. Mais c'est très, très varié. Puis ce qu'on constate, en fait, c'est qu'ils convergent vers le même genre d'idéologie. Puis c'est, je pense, de donner les outils aux journalistes. Je pense que les médias doivent être des phares dans la nuit puis considérer le web, ces espaces-là de radicalisation où naissent ces idées-là et où elles se développent très rapidement, non pas comme une source de divertissement, non pas non plus comme un compétiteur, parce qu'on voit beaucoup les médias traditionnels voir le web comme un compétiteur, mais bien comme un terrain de jeu politique qui mérite d'être couvert de la même façon qu'on couvre l'Assemblée nationale à Québec, la Chambre des communes également. Donc, d'allouer des ressources pour développer la littératie numérique nécessaire pour comprendre ces phénomènes-là et bien les exposer. Ça m'a frappé à quel point, justement, quand ce genre d'événement-là arrive, puis que nous, je t'inclus, puis d'autres gens doivent aussi, peut-être savaient c'était qui, puis on passe du temps sur Internet, puis on connaît un peu, on est familier avec ces personnages-là qui sont des vedettes dans leur univers, puis là, ils popent dans les médias traditionnels, puis là, en l'espace de genre 5 minutes, la chroniqueuse politique de la radio ou d'actualité doit se faire une opinion, doit prononcer quelque chose. Elle a lu peut-être un texte du New York Times qui s'est traduit vite, puis elle a dit, elle régurgite ça, mais elle n'avait aucune idée 3 heures avant c'était qui. Fait que là, ils se glissent des affaires, puis de l'incompréhension, puis on est mal outillés à parler de ça. Mais ça, c'est flagrant, tu sais. Oui, puis moi, je pense que dans une salle de nouvelles en 2025, il faut absolument des experts en radicalisation. Je pense que l'élection... Des gens sur Twitter. Oui, oui, sur X, mais aussi sur même des réseaux sociaux dont on parle très peu au Québec, comme Telegram, par exemple, où on l'a vu là, avec Signal puis Discord, qui ont servi à des révolutions menées par les Gen Z ailleurs sur la planète. Donc, des réseaux sociaux où les adultes... Gen Z fait la révolution les dans générations le monde. Z. Oui. Oh my God. Ils ont mené des révolutions incroyables là, cette année, là, au Maroc notamment. Puis sont actifs sur des réseaux sociaux désertés par les adultes, je nous inclus là-dedans, et les médias traditionnels parce que on a l'impression que c'est pas important, c'est pas sérieux, c'est du divertissement, alors que non, il faut vraiment les voir comme des espaces qu'il faut occuper pour offrir un contre-discours, remettre les choses en perspective, confronter. Donc, des experts en radicalisation, certainement, des experts de la culture web, et aussi des journalistes de la génération des millénarios, des Gen Z et des alphas, éventuellement, qui ont... Des alphas, what the fuck? Qu'est-ce que tu viens d'avoir? Qui? Tes enfants dans 3 ans. C'est qui, les alphas? C'est tes enfants dans 3 ans, je pense. Ça, c'est les pour alphas? ça? Ah, ils vont te dépasser. C'est quel âge, les alphas? Ben... Je sais pas, Urbania, c'est le public cible. Des alphas? Gaga, gougou, les amis! OK. Mais je comprends. Je veux pas que ça soit comme des vœux pieux, dans le sens que je comprends vraiment comme on doit nommer les choses, on doit faire une meilleure éducation, mais face à une partie de la population qui est soit déjà radicalisée ou qui se sent désaffiliée déjà de ces médias-là, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont assez nombreux? Parce qu'ils sentent qu'on se prend pour les bons, puis qu'eux, dans leurs inquiétudes, sont les mauvais, puis qu'on fait juste leur taper sa tête. Puis tu sais, je le vois, là, dans le sens que moi, j'ai des amis que je juge qui étaient gauche, centre, peu importe, mais en vieillissant, qui commencent à être tannés. Le cœur est un petit peu plus à droite, généralement. Oui, puis qui commencent à être tannés de genre du discours qui semble j'essaie d'utiliser des mots beaucoup trop importants, là, mais le discours qui est tout le même discours partout dans les médias, puis ils font comme mais j'entends juste la même affaire, puis ils vont vers ces sources-là. Mais ils ont raison d'être en colère, ces gens-là. Tes amis, ils ont raison de dire que c'est le même discours dans les médias. Il y a un manque de diversité, puis c'est pas juste la diversité ethno-culturelle, on parle de diversité générationnelle, de diversité régionale, de diversité socio-économique. Les gens sont pauvres en ce moment. Les gens, ils ont de la misère à payer leur épicerie, puis ils sont où les personnes qui leur ressemblent, qui prennent la parole dans les
médias pour les défendre. On les traite comme des marginaux, on les traite comme des pelleteux de nuages. On leur laisse pas la parole. On parle entre nous. Les médias, c'est des espaces où on reproduit constamment les inégalités, on reproduit l'exclusion. Donc, forcément, les gens vont aller vers ça, bientôt, des influenceurs qui leur ressemblent. Mais bientôt, les gens dans les médias vont être pauvres aussi. Là. Ça s'en vient. Fait que ça va se régler. C'est une question de 2-3 ans. Tout va s'équilibrer. Oui, quand l'animateur de radio dit « j'ai pas mangé un matin, j'ai pas déjeuné », puis le club des petits déjeuners vont y apporter quelque chose. Ce qui m'exaspère, c'est que en fait, les médias ont juste abandonné. Ils ont laissé le champ libre complètement. Si je prends la situation au Canada, où on le sait que les nouvelles sont bloquées, ils sont où les journalistes en ce moment là, sur les réseaux sociaux? Il y en a très peu. Il y a Alexandre qui a quitté une salle de nouvelles avec grand éclat, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils sont très peu à investir ces espaces-là puis à aller directement à la rencontre des gens. Ils préfèrent rester là, dans leur coin, sur leur lane, alors qu'on a 2 star systems qui existent en parallèle, celui des médias traditionnels et celui de la culture web. Et je trouve qu'il y a vraiment... Moi, ce qui me fait capoter, c'est ça, c'est ce retard-là. Puis je lisais récemment une entrevue d'une chercheuse franco-tunisienne du nom de Asma Mala. Elle a écrit un livre qui s'appelle Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Et dedans, elle dit « Les géants du web et tous les influenceurs qui en découlent s'affairent à préparer le 22e siècle, alors que les institutions, nos institutions démocratiques, ont de la misère à sortir du 20e siècle. Ouais. C'est là le décalage en ce moment. Et moi, je ne m'explique pas pourquoi on n'est pas présent sur différentes plateformes pour offrir un contre-discours. T'sais. On peut continuer d'alimenter les médias traditionnels, mais il faut certainement aussi s'intéresser aux espaces du web, parce que maintenant, on est à l'ère où tout le monde a le droit à son 15 minutes de gloire. Tout le monde maintenant... C'est quoi? C'est 2/3 de l'humanité qui est connectée à l'Internet? C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On parle du journalisme citoyen comme du 5e pouvoir, celui qui tient tête aux médias traditionnels. Et en ce moment, on ne fait rien. On n'offre pas d'alternative sérieuse à la population pour leur dire « on vous entend ». Les médias ont une réflexion à avoir. Absolument. Par rapport à la façon dont ils traitent tout ça. Il y a un travail. Puis ça ne doit pas être évident à faire ça quand tu es en période de crise aussi, parce qu'ils ont l'impression que les ressources sont de moins en moins grandes, ils ne savent pas où aller. Est-ce que la gauche a aussi une réflexion à avoir, ou genre ceux qui partagent pas ces idées-là dans la façon de parler des... Peut-être pas de ces têtes d'affiche-là qui sont les vedettes de ce milieu-là, mais tous les jeunes garçons qui vont vers là, la façon dont on parle d'eux. Est-ce qu'on a une petite réflexion à avoir par rapport à ça? Absolument. Je pense que tout le monde... Le travail de déconstruction, ça concerne tout le monde, incluant la gauche. C'est le travail d'une vie. On doit toujours être en mesure de se remettre en question. Et je pense que... au sein de la gauche, il y a des enjeux en matière de pureté militante. Il y a toujours, évidemment, parce que on est animé par des idéaux collectifs de communauté, on vise toujours le mieux, puis à élever la société vers le haut, mais très souvent, on se perd justement dans des détails de ces guéguerres culturelles-là où on cherche à prouver sa vertu plutôt que on se croirait à Cube Radio. À Cube Radio? Comment ça? Ben non, à cause de ma critique? Même chose. Mon Dieu, Sophie Durocher 2 ou quoi, là? Ma sœur spirituelle. Moi, je suis plus en guerre avec eux, fait que je parle plus d'eux. C'est juste moi d'abord. Oui, on s'entend bien, c'est des amis, c'est vrai. Merci. Ça fait plaisir. Oui, je pense que ça aide. Je pense que ça jette beaucoup d'idées qu'il faut falloir... en fait, je ne sais pas si on a les clés, mais on a beaucoup de réflexions à avoir. Je voulais terminer. Je vais terminer, c'est ça que je voulais parler tantôt. Ça t'a-tu... Je ne sais pas si t'es une de celles-là, mais t'as-tu vécu un malaise à voir des gens se réjouir de la mort de quelqu'un? C'était pas un peu... Moi, en tout cas, même si, tantôt je faisais à la blague, là, même si on disait que, bon, tu peux avec ton karma, tout, j'étais comme, qu'est-ce que ça aidera pas à cause? Non, effectivement. Quand j'ai vu du monde, là, je fais comme, oh my God, vous vivez dans quel tour d'ivoire de pas réaliser comment c'est maladroit. Oui, mais Charlie Kirk a ri de genre George Floyd. Tu sais, je veux dire, mais on essaie d'être meilleur que lui, je veux dire. Oui, mais en même temps, tu sais, il y a une phrase de Michelle Obama qui disait « When they go low, you go high ». Depuis un certain temps, je suis comme « When they go low, you go lower ». Ah ouais? Ouais, mais dans le cas de Charlie Kirk, je veux dire, est-ce qu'il l'a cherché? Oui. Est-ce qu'il a péri par ce qu'il a toujours prêché, c'est-à-dire la banalisation des armes à feu aux États-Unis? Donc, je vais pas pleurer pour lui. Par contre, c'est quand même un père, c'est un fils, c'est un mari. Donc, non, c'est pas moralement correct de rire de sa mort, mais on peut quand même souligner l'ironie, la façon... Il y a peut-être une façon plus à droite d'en parler que juste comme « yes », tu sais, là, parce que j'ai vu du monde se réjouir, j'étais comme... Oh, ça va être... C'est pas les screens, là, le monde va prendre des photos, ça va circuler partout. C'est pas mon style, mais techniquement, tu sais, le camp de Charlie Kirk, puis normalement, le camp républicain également, qui l'a beaucoup, beaucoup endossé. Ils font des affaires pires. Ouais, non, mais c'est les champions de la liberté d'expression. Et tout d'un coup, on s'est mis à criminaliser la liberté d'expression parce que c'était ça. On est les bons. On est les bons. C'est les méchants. Oui, mais c'est plus complexe que ça. Tu sais, je pense quand même que
on peut vraiment insister sur l'ironie de la chose. Ouais. On n'est pas obligé... Tu sais, on peut, sans rire, on n'est pas obligé de manifester de l'empathie. Non. Je suis Moi, pas obligée ça d'être me en fascine. deuil de Ah non, mais Charlie moi, ça me Kirk, fascine. là, tu sais. Même des gens qui meurent de vieillesse, qui étaient des trous de cul que j'haïssais, là, Ouais. tout d'un coup, ils deviennent genre, tout est positif. Puis tout. Ouais. Je fais, non. Moi, on l'haïssait hier, on l'haïssait encore aujourd'hui, même s'il est mort. Mais l'indifférence envoie parfois un message beaucoup plus fort que la haine, selon moi. Donc, je pense que la meilleure posture dans le cas de Charlie Kirk, c'était justement de rester poli, de rester. Ben, l'indifférence, Pas son nécessairement de faire un ex-femme commentaire. semble pratiquer ça. Elle a l'air totalement indifférente à sa mort. Les Mais là, pantalons ça, c'est de des cuir, affaires hein? qui passent trop de temps. Sur... là, Les ça, pantalons c'est de cuir, ça, c'était on est quelque dans chose. le lore. On est trop dans le lore. C'est ça, on est chronically online. Paraît qu'elle est enceinte, mais c'est pas vrai. Ça, c'est Les une deux rumeur, neurodivergents sont en train de parler en ce Ouais. moment, puis on vous a perdu, j'ai Monde- l'impression. Là, ça non, se mais, peut-tu, non, genre? mais même Comme il y a quelque la droite a des théories du complot par rapport à lui que c'est fou. Oui, ben, sur son X, en propre- ce moment, sont convaincus qu'elle est enceinte puis qu'elle est tombée enceinte un mois après sa mort. De Puis là, J.D. c'est comme- Vance, il y en a Ah, d'autres oui. qui pensent qu'ils ont été tués par les Israéliens. Mais je Donc, ça, c'est préfère la ça. frange antisémite, justement. Ça me divertit plus que ce que lui faisait. Ça, c'est plus le fun de les voir en train de virer Les fou théories ensemble. du complot sur Oh, son ouais. décès? Ouais. Ouais. Bon, merci Vanessa. Ah, ben, super! Plaisir!